en miroir de celui d'Anna, donc sur les questions de compacité, de forme urbaine et de compacité, et sur la suite, hein, puisque loger, c'est forcément faire évoluer ce qui existe. Et donc là, tu nous as indiqué toutes les questions que ça pose, tout en nous intéressant évidemment à la question de l'habitat, c'est-à-dire dans quelles conditions on propose de mettre à disposition de nouveaux logements. Maintenant, nous allons rentrer dans une autre dimension. Nous allons abandonner cette partie qui est plus urbanistique pour entrer dans celle qui a trait aux politiques publiques. Et on va accueillir Raquel Alonso, Rodriguez Alonso, qui est en ligne. Je suppose que Raquel va apparaître en visio. La voilà. Bonjour, buenos días, Raquel. Buenos días. Donc, nous allons te céder la parole pour que tu inaugures ce chapitre Donc, que nous nous allons avons te céder la parole pour que tu sur la inaugures ce politique de cours sur la l'habitat. politique du logement Et et tu tu vas nous vas nous parler parler de de ce la qui se politique du passe en logement en Espagne. Espagne. Ensuite, Après, Aitziber Aifiber prendra la parole. Aitziber Etxezarreta Etxezarreta viendra pour nous parler de de la la politique politique de du l'habitat plus logement, plus spécifiquement au spécifiquement au Pays Pays Basque. Basque Et français, et ensuite, ensuite, pardon, au Pays Basque François espagnol, et Rochon ensuite François Rochon viendra nous nous parler de la parlera de la politique de politique du l'habitat logement en France. en France. Donc, Toi, Raquel, tu Raquel, es architecte, urbaniste, tu es consultante et professeur tu es au département d'urbanisme et professeur d'aménagement du associé territoire de l'École à supérieure de l'école l'architecture de euh, l'Université à publique de l'Université Madrid. publique de Madrid. tu as également produit de nombreux articles sur la question du logement et tu as également contribué à des ouvrages sur le sujet du logement. También has escrito varios artículos y contribuido en varios libros sobre la cuestión de la vivienda. Je Cède te la cède la parole pour que parole donc tu sur nous ce thème que tu as parles du intitulé sujet que tu as intitulé, ce que nous avons 30 proposé, années de 30 ans politique de de politique l'habitat du logement en en Espagne. Espagne. Donc, À c'est toi à la toi. parole. Merci beaucoup, Hélène. La primera, euh, la première chose que je voulais dire, donc, c'est de vous remercier pour m'avoir invité à intervenir ici. J'espère que vous m'entendez parfaitement et j'espère que je vais parler suffisamment lentement pour pouvoir traduire correctement et je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti également. Donc, je vais partager mon écran pour pouvoir contrôler si contrôler le passage des diapos. Donc voilà, est-ce que vous voyez bien? C'est bon? D'accord. Oui, on voit parfaitement. Oui, c'est bon. Donc après les remerciements et les avertissements, je vais donc entrer dans le vif du sujet. Comme le disait Hélène, je vais essayer de vous parler de ce qui est arrivé ces 30 dernières années en matière de politique du logement en Espagne. Je crois que je vais vous parler, je ne vais pas parler de la première proximité, mais un peu la seconde proximité. Je suis à Madrid. L'Espagne est un territoire assez complexe, une organisation complexe et en général, les premiers voisins sont ceux qui sont les plus conflictifs au niveau de l'accession au logement. Je vais vous parler de trois choses. Mon intervention va s'articuler en trois éléments. Donc, les principales caractéristiques de la politique du logement en Espagne et comment est-ce qu'on peut le situer par rapport au temps, puisqu'on va parler des 30 dernières années, mais vous allez voir que si on compare ces 30 dernières années à ce qui s'est passé à partir de 1950, il y a beaucoup de distorsions. Le deuxième point traitera des conséquences de l'éclatement de la bulle immobilière. Vous savez que
la chute de Lehman Brothers a provoqué des conséquences globales et notre pays a été particulièrement touché. Et c'était lié au système immobilier de l'époque. Ça a été très important. Quelles ont été les conséquences de cet éclatement? Parce que enfin, ma thèse est de dire que cela a permis de reconstruire et de reconfigurer tout le système. Et je terminerai en parlant de cette reconfiguration, des aspects positifs et négatifs. euh, c'est ce qui est en place actuellement, quels sont les points qui ne sont pas encore résolus, quels sont les points qui sont résolu. Donc, par rapport à la reconfiguration immobilière, je pense que cela permet de remettre les choses à plat, de reprendre des décisions, d'en débattre, etc. Donc, comme je vous le disais, je voulais commencer en vous parlant des principales caractéristiques de la politique du logement et la remettre en contexte sur les 30 dernières années. Ici, sur le schéma, vous voyez un graphique qui illustre la construction de logements en Espagne entre 1950 et 2022. Euh, c'est suffisamment clair pour que vous voyez que si on ne contextualise pas cette période de 30 ans par rapport à ce que je vous disais, on perd un petit peu des éléments. Donc, en réalité, dans les années 50, entre 50 et 80, Espagne a changé entièrement son système territorial. Il y a une reconfiguration des villes, la population se déplace en masse vers les villes. Il y a donc un besoin de logement énorme dans zone urbaine. Si on compare ce qui s'est passé entre 1950 et 1980 et ce qui s'est passé ces 30 dernières années, depuis 1980, on voit un petit peu la dimension de la bulle immobilière qui s'est formée en Espagne après et qui a provoqué une chute brutale. C'est un graphique que j'utilise beaucoup parce qu'il illustre parfaitement ce dont je veux vous parler. On peut parler des politiques, des lois, de l'entrée de l'Espagne dans la communauté économique européenne. On peut, Ça permet de comprendre très bien tout cela et ça permet également de comprendre la bulle et puis la chute de cette bulle, c'est-à-dire la splendeur économique et puis la récession. Donc là, ce second point que je voulais aborder, c'est que je veux que vous vous rendiez compte que la politique de logement en Espagne a été la même entre 1950 et jusqu'à la formation de cette brûle, et elle est caractéristique par plusieurs points de base. Donc, le premier point, c'est que cette politique du logement a toujours eu un double objectif, deux objectifs qui n'étaient pas forcément compatibles. D'une part, loger la population, mais l'autre objectif, c'est également l'impulsion économique. Donc, ce double objectif, c'est pas la politique du logement qui a été gagnante. Parce que je crois que ça a été un échec, hein, ce double objectif. Le second point dont je veux vous parler, on voyait sur le graphique, on voit trois courbes. Une courbe noire qui est le total du construit. La ligne rouge, la courbe rouge sont les logements sociaux et en marron, vous avez les logements de promotion du secteur privé. Donc, on voit que euh, la promotion publique a été très importante au début de la période et elle est résiduelle à la fin de cette période. Donc, l'enjeu en Espagne pendant toute cette période, c'était de doter chaque Espagnol d'un logement en propriété. Ça vient du franquisme, du ministre qui s'appelait Resse, qui était architecte et qui disait qu'il allait faire de chaque prolétaire un propriétaire, hein, de chaque prolétaire un propriétaire. Et il n'avait pas d'autres outils pour le faire différemment. Donc,
la politique publique a misé sur faire que chaque Espagnol soit propriétaire de son logement. Et donc, pour cela, ils ont mis en place un parc de logement social qui allait être mis sur le marché à la vente avec un prix limité, avec un prix contrôlé. C'est pas un logement public, c'est contrôlé par l'administration. C'est pas de promotion publique, c'est pas, donc les propriétaires sont des logements qui sont construits par des promoteurs privés, quelquefois avec des subventions publiques, et à la seule condition que le prix maximum de vente soit limité. Et donc cette protection des prix n'est pas éternelle. Elle dure la période prévue par la loi. Donc ensuite, cette accession à la propriété s'adresse aux classes moyennes et pendant très longtemps, on utilise ces logements protégés, disons, ces logements sociaux. Et la politique du logement en Espagne, si on analyse les investissements en politique du logement, on se rend compte que la les plus grands fonds sont en fait consacrés à des incitations fiscales pour faire que les Espagnols, pour faciliter l'accession à la propriété des Espagnols. Et les différents gouvernements ont essayé de mettre en place des institutions fiscales pour poursuivre le double objectif dont j'ai parlé au départ. La seconde Seconde axe de mon intervention, c'est un système un petit peu plus sur la signification de la propriété, ce que cela a signifié à certaines époques et pour poser le contexte. Donc, je ne sais pas si c'est connu hors de l'Espagne, mais pour nous, c'est très habituel. Euh, les Espagnols sont majoritairement propriétaires. Je crois qu'il y a un gène méditerranéen qui incite les gens à acheter leur logement. Si on regarde ce qui s'est passé après la bulle, vous voyez ici du régime de possession du parc de logement. Donc, on fait un recensement des logements tous les 10 ans. Donc, on n'a pas de données entre ces recensements. Et en 2001, on voit que l'accession à la propriété euh, chute en flèche, chute brutalement, et cela montre que tout ce qui arrive en matière de logement, en fait, euh, trouve son origine dans les politiques mises en place. La fiscalité est très importante et cela a des retombées sur les faits. On passe directement je vais vous raconter maintenant quelles sont les conséquences de l'éclatement de la bulle immobilière. Parce que si vous voyez le graphique, si vous regardez le graphique, la crise a été tellement forte que toutes les voitures ont éclaté, toutes les politiques publiques en place ont éclaté. Donc, je vais organiser les conséquences en trois parties: conséquences économiques, conséquences sur le logement et conséquences sur les politiques publiques. Donc, sur le secteur économique, vous avez ici une carte de l'Espagne avec différentes couleurs. Cette carte présente un petit peu la situation en 2012. En 2012, donc où est-ce qu'on trouvait les logements neufs qui n'ont pas pu être vendus? Quand la bulle éclate, euh, il y a un effet d'entraînement positif et un effet d'entraînement négatif. C'est basé donc sur le système de financement qui permettait à la classe moyenne d'acquérir son logement avec une hypothèque. Au moment de la crise, tout est paralysé, les crédits ne sont plus accordés, les familles n'ont plus de travail, il y a beaucoup de chômage, les promoteurs et les entreprises du bâtiment euh, n'ont plus de liquidité. Comme c'est un château de cartes, cela entraîne tout dans sa chute. Et l'une des conséquences, c'est qu'il y a 500 000, 600 000 logements en 2012
des logements neufs qui n'étaient pas vendus en pleine crise du logement. Ce sont des logements neufs qui n'ont pas été vendus parce que personne ne pouvait les acheter. Où est-ce qu'on les trouve dans la plus grande partie? Dans la capitale, dans la zone de Madrid, à Barcelone, qui est la seconde métropole. Mais vous voyez également des zones qui sont moins évidentes, toute la côte méditerranéenne, beaucoup de communes qui... euh, on va revenir cet après-midi sur le problème du logement touristique, mais ici, à cette époque-là, ils n'avaient pas d'infrastructure de communication comme les mairies de Murcia, Almeria ou Cadix. Maintenant, ils l'ont, comme à Madrid. Mais si on regarde les données actuellement, en 2023, on voit qu'on n'a pas réussi à écouler ces logements parce que ils posent des problèmes. Très souvent, ils ont un problème d'emplacement. Ils ont été construits à une époque, mais également ils posent beaucoup de problèmes légaux et économiques. C'est très difficile de les vendre actuellement. Donc, non seulement il y a eu beaucoup de logements neufs qui n'ont pas été vendus, mais également des vendus, voire des quartiers entiers qui étaient à moitié construits. Pour revenir à ce que disait l'intervenante précédente, il y a eu des quartiers entiers qui ont été abandonnés, qui étaient en cours de construction, et la construction a été abandonnée. Et une autre des conséquences de cette crise brutale, c'est que la chute du prix du logement a été tellement brusque que les logements protégés, qu'il y avait un prix limité, un prix protégé, se sont retrouvés plus chers que le parc de logements privés. Donc les conséquences sociales, première conséquence sociale, c'est que on a parlé beaucoup de cela et je pense que vous en avez entendu parler, ce sont les exécutions hypothécaires et les expulsions. Dans un contexte où la législation était absolument injuste, qui venait du 19e siècle, de cet imaginaire qui a été abordé par la première intervenante, avec une loi hypothécaire qui avait été conçue pour une classe bourgeoise qui pouvait demander un crédit à la banque assez facilement. Parce que quand on peut plus payer une hypothèque, il n'est pas suffisant de rendre le logement. Il y a une évaluation qui est faite de ce logement et souvent on est expulsé du logement et on garde une dette. C'est-à-dire que les familles qui en pleine crise se sont retrouvées sans emploi et ne pouvaient plus payer leur hypothèque, et ils ont été expulsés parce qu'il y a une décision judiciaire et la police est venue les expulser, mais en plus, ils avaient une dette pour toute leur vie. Et ça, c'était un véritable drame. Et si vous pensez, on regarde les chiffres, depuis 2014, 100 000, 190 000 expulsions sur les logements protégés. Donc, on n'avait même pas de statistiques à l'époque qui mesuraient les exécutions hypothécaires sur les logements principaux ou s'il y avait une exécution hypothécaire sur le bâti en général, mais ça distinguait pas si s'agissait d'un garage, une personne juridique. On avait zéro statistique. On savait que ça c'était en cours, mais on ne savait pas le mesurer, voir combien de personnes étaient concernées par ce phénomène. Et donc, c'est la plateforme de victimes des exécutions hypothécaires qui ont mené une étude sur le sujet. C'est le procureur de la République a lancé également une étude sur le sujet. Si je dépasse le temps qui m'est imparti, vous me le dites, hein. Il te reste 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Donc, d'autre part, ce logement protégé, après l'expulsion, elle n'est pas réoccupée parce qu'il n'y a pas de population qui puisse remplir les conditions pour acheter ce bien. Et donc, tout d'un coup, on se trouve des quartiers entiers de logements vides. Toute la politique du logement et- avait éclaté avec la bulle immobilière. Donc,
Une conséquence par rapport à l'administration publique disparaît entièrement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus du tout de ressources économiques. Il n'y a plus d'investissement public et il n'y a plus d'investissement sans ressources en personnel. La Constitution a été modifiée. La Constitution a été modifiée pour que les postes de l'administration qui sont les gens qui prennent leur retraite ou qui disparaissent ne peuvent pas être remplacés. Donc, l'administration est le meilleur exemple de cette disparition du secteur public, c'est la ville de Madrid et la province de Madrid. Les deux autres administrations municipales et provinciales n'avaient plus aucune ressource. Et ce qu'elles ont fait, c'est de vendre leur stock de logements en location qui étaient loués et ils ont loué leur logement avec les gens qui les occupaient en sachant parfaitement en vendant ce parc de logements, c'était des gens avec très peu de ressources et ils allaient être expulsés. Donc, on en est où? Donc, tout le système est en cours de réfiguration. Donc, je voulais vous expliquer 5 points qui sont en cours de modification. En rouge, vous avez les aspects négatifs, en vert, les aspects positifs, et en gris, on ne sait pas trop si c'est positif ou négatif. Donc, en ce qui concerne l'accès au logement, l'accès au logement, donc, en grande partie, les gens accèdent au logement en location sur le marché libre. Et c'est encore plus défavorable que l'accession d'un logement. Donc, on a la disparition des aides à l'acquisition. C'est tout à fait négatif. C'est vrai qu'il y a une impulsion, une aide aux logements, pardon, aux locations publiques, il y a des coopératives, mais c'est minoritaire. Donc la disparition des aides à la propriété, je ne sais pas si c'est négatif ou positif, je crois qu'on va revoir après réapparaître l'acquisition d'un logement comme mode de possession. En Espagne, euh, oui, avant la crise, il y avait une seule façon d'avoir accès à un logement et c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu beaucoup diversifier le mode d'accès au logement. Ensuite, les nouveaux agents dans le système immobilier. Donc, on a les mouvements sociaux, un syndicat des locataires, il y a une plateforme des victimes des hypothèques, cela permet de parler de beaucoup de choses. Il existe également des agents qui sont des acteurs qui sont des fonds d'investissement comme les Socimis, la Sareb, les fonds, ce qu'on appelle les fonds vautours, qui achètent de grandes parts. C'est très négatif, c'est d'avoir des investisseurs durs mais ça a permis de définir ce qu'on entend par grand propriétaire. Donc, on y reviendra. Cela permet de mettre en place des outils pour lutter contre ce type de possession. En ce qui concerne la réfiguration du secteur immobilier, donc, cela permet il y a des questions qui sont assez positives, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître des grands investissements, réhabilitation et régénération urbaine. C'est un domaine qui fait le lien avec l'intervenante précédente. Voir si on est capable de répartir ces investissements de façon adaptée pour la rediriger vers les gens les moins aisés, les classes les moins aisées. Donc, j'ai essayé de mettre en place des locations, euh, des, des locations relativement bon marché. Donc, à Madrid, il y a des immeubles qui ont été construits, pas pour être habités, mais ils sont construits en tant qu'investissement, pour que les gens les achètent comme investissement. Ce sont des grandes tirelires, en fait. Et je vais terminer là-dessus. Donc, effet sur la ville existante.
tout d'un coup, on est devenu beaucoup plus attentif à ce qui se passe dans les villes habitées. Et ça peut être positif parce que c'était quelque chose qui avait été abandonné lors de l'étape précédente. Et lors de cette nouvelle étape, on regarde beaucoup plus ce qui se passe de la ville habitée, le système immobilier, les fonds également, et on voit apparaître des processus négatifs comme le logement touristique, les appartements touristiques qui remplacent le tissu résidentiel par des secteurs économiques plus rentables. Et on y reviendra cet après-midi. Donc, cela provoque de la ségrégation et de la vulnérabilité. Et puis, des choses que je ne sais pas si c'est positif ou négatif, c'est le réaménagement de locaux commerciaux en logement. Ça a l'air plus vert que rouge, mais je ne suis pas sûre. Je ne voulais pas terminer mon intervention sans citer le rôle de l'administration et de la conscience publique sur ce problème. Je crois que les conséquences de la crise ont servi justement pour que tout le monde euh, soit conscient de ce problème du logement. Je crois que le fait de miser sur le parc social est clair, quelle que soit la famille politique, parce que c'est vrai qu'au niveau, une fois qu'on passe à la gestion, c'est ça qu'on voit, et sur des territoires comme Madrid, c'est très positif qu'on ait la loi de logement espagnole, parce que cela permet d'unifier les critères et d'unifier un petit peu la complexité existante et ça permet de simplifier certaines choses pour les territoires qui ne veulent pas s'attaquer aux problèmes de fond. Et il faudrait peut-être voir également, et là, il faut qu'on entendre la complexité territoire, mais je crois qu'au Pays Basque, en Catalogne, euh, je ne sais pas si cette loi est positive parce que eux, ils ont des attentes et des ambitions beaucoup plus élevées que la moyenne du territoire espagnol. Et Madrid est tout en bas de l'échelle. Donc, si je voulais terminer donc disant on est à une époque importante parce que il y a une reconfiguration en cours. Les nouvelles idées peuvent nous faire arriver à un point ou à un autre. C'est un moment crucial et on voit, il y a des symptômes de choses très négatives et également de choses très positives. Donc, on va essayer de voir où on en est. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'était imparti. Merci. Merci beaucoup, Raquel, pour ce on va continuer avec Aitziber Etxareta qui va nous parler de la situation spéciale du Pays basque espagnol. Donc, Egualde, donc Aitziber, tu es économiste, bonjour. Tu es professeur en économie appliquée de l'Université du Pays basque et directrice d'un institut universitaire de droit coopératif. Donc, droit coopératif. Donc, le thème du logement est quelque chose que tu as étudié dans le cadre de ton travail. Donc, les logements et les coopératives de logement. Aujourd'hui, nous t'avons demandé de nous parler de la situation en Egualde, au Pays Basque du Sud. Merci. Merci. Donc, comme je le disais en là, je vous remercie de m'avoir invité, même si j'ai des problèmes familiaux actuellement et j'ai pas pu préparer cette intervention comme je l'aurais aimé. Donc, je vous présente mes excuses pour cette circonstance. Donc, comme le disait Hélène, moi, j'ai commencé ma thèse en 2011 sur le problème du logement et sur les politiques du logement. Et donc, j'ai une certaine trajectoire sur le sujet à partir de 2012 et en lien avec la recherche sur les coopératives de logement, je suis entrée dans l'Institut de l'Université du Pays Basque, universitaire d'économie sociale et du droit coopératif. Donc ces dernières années, non,
avons travaillé sur d'autres sujets, des sujets autres que le logement pur et dur, mais je vais essayer de résumer le mieux possible le trajectoire des Gualde, le Pays Basque, qui a beaucoup de choses en commun avec ce que vient de dire Raquel, mais qui a également des petits écarts par rapport à l'ensemble du territoire espagnol. Si vous voulez intervenir à n'importe quel moment, je suis d'accord. Javier, c'est toi qui visais. D'accord. Donc, je voulais commencer en mettant en contexte, à partir d'une vision comparée sur la situation européenne, de la situation actuelle du- donc, si on regarde ce qui se passe au niveau du logement en Euskadi, on voit ici, comme disait Raquel, que l'Espagne était un pays de propriétaires. Et on a un petit secteur qui augmente ces dernières années de location privée. De, si on le compare avec d'autres réalités, par exemple en Hollande, on voit que l'importance du parc de logements sociaux en location est plus important. Et au Danemark, on voit ici la part jaune qui n'est pas présente en Espagne qui est l'accès au logement, l'acquisition d'un logement par le biais d'une coopérative de logement. Donc, le manque de diversité d'accession au logement, de régime de possession rend les choses plus difficiles. Et pour résumer en 3 points, je souligne donc l'importance de la propriété, le manque de location et puis le manque d'aide à l'accession également. Donc, et un petit peu la même chose ici par rapport à cette vision comparée, le pourcentage de logements en location en Espagne, si on le voit ici sur cette panoramique, cette vue panoramique, bien en dessous des chiffres de l'OCDE européenne, en Europe, et bien en dessous également des pays du Nord, euh, vers lesquels nous regardons assez souvent. Et la France est bien en une situation bien meilleure, puisqu'elle se trouve à gauche de ce graphique. Et voilà. Donc, tout cela pour dire que si on compare notre situation au contexte européen, au contexte mondial, c'est le résultat de décennies de politiques publiques basées sur l'accession à la propriété, comme cela a été dit par Anna et par Raquel avant moi. Donc, le problème du logement en Euskadi est un problème d'accession et de prix, de tarifs. Comment est-ce qu'on peut accéder au logement? Et en général, il s'agit d'acheter. Donc, quand j'essayais de regarder les données qu'on avait, on a les données entre 2012 et 2024. On a des graphiques plus anciens où on voit mieux les courbes. Mais donc, l'histoire de la bulle immobilière et son éclatement, comme vient d'en parler Raquel. Mais en ce qui concerne la location du parc privé, je ne l'ai pas changé parce qu'il me semble que sur ce graphique, on voit clairement, c'est très significatif. Ce que je veux dire, c'est que la location ces dernières années, et la première option pour certaines tranches d'âge et pour certains groupes de population, c'est pas la première option en général, mais pour certains groupes de population, c'est vrai que c'est le premier choix. Mais les loyers ont tellement augmenté que on commence à entendre parler d'une bulle immobilière de la location, une bulle des loyers. Donc, dans les villes les plus chères d'Espagne sont les villes basques, hein, parmi les villes les plus chères, et surtout San Sébastien, là où j'habite. Et donc, c'est l'une des villes les plus chères, aussi bien euh, pour acheter un logement ou pour habiter également.
Donc, pour revenir au contexte particulier de Shkadi, les logements, on a 86% des logements en Euskadi sont en régime de propriété. Et il y a uniquement entre 11 et 12% qui sont loués et 2% ont une troisième situation différente. Donc, la photo espagnole est accentuée en Euskadi. Ensuite, on a une autre vision des choses en fonction des besoins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de foyers qui ont qui ont besoin de changement de logement ou qui doivent rénover leur logement. Et quand on fait des statistiques, on ne regarde pas uniquement l'accession, mais également on regarde un petit peu l'état du logement ou la taille du logement par rapport à la famille qui habite. Je vais peut-être je passe, je regarde les titres, mais il faut également attirer votre attention sur le fait que cette accession est un petit peu diffuse. Quand on parle d'accession, les choses sont diffuses. Il faut aborder des choses plus spécifiques, des groupes de population plus spécifiques. Et ces données viennent du rapport sur l'habitat sur l'ensemble de l'Espagne. Donc, d'une part, les personnes âgées et parmi les personnes âgées, les femmes âgées. Si vous voyez ici la figure 3 de 13 de cette diapositive, la différence entre la part de leur budget consacré au logement, les femmes par rapport aux hommes de plus de 65 ans, ça atteint entre 14 et 16%, c'est-à-dire que c'est pas l'accession, c'est le fait que ce soit abordable. Donc, pour les femmes, c'est plus difficile. Dans d'autres tranches d'âge, on aura moins de différences. C'est vrai que il y a beaucoup de veuves en particulier qui vivent seules pour les personnes âgées et qui ont des ressources très faibles. Donc, en deuxième lieu, les jeunes non émancipés qui habitent chez leurs parents. Donc, on le sait, mais le troisième point sur lequel que je voulais mettre en lumière, c'est cela, les foyers uniparentaux, donc, et particulier avec une mère comme chef de famille. Et la mère comme chef de famille, ce sont donc les chefs de famille sont des femmes, dont on parle donc de foyers monomarentaux. Et on voit que les dépenses excessives pour le logement euh, sont centrées sur les jeunes, mais c'est vrai que même si on n'a pas de données pour partie, pas forcément très bien ventilées à ce niveau-là. Donc, le deuxième type de foyer qui dépense trop pour leur logement, ce sont les familles monoparentales, père ou mère, avec un enfant dépendant. Un enfant dépendant d'une façon ou d'une autre. Un autre élément, donc je vais passer rapidement puisqu'on a un temps limité pour que vous ayez un petit peu une vision globale des choses. Donc, depuis quelques années, on rédige des rapports d'accession au logement en Euskadi dans une perspective de genre pour pouvoir différencier les efforts consentis par les hommes et par les femmes, les jeunes, dans les deux cas des jeunes, parce qu'avant, cela n'était pas ventilé par genre. Et donc, si on regarde en détail, on voit que, et c'est pas étonnant, que les femmes, en moyenne, les femmes euh, sont plus sensibles au prix. Les femmes
peuvent plus difficilement accéder à un logement. Cela varie entre 51% pour les hommes à 57% des revenus des jeunes femmes consacrés au logement. Et tout cela un peu en guise d'introduction à la photo du problème du logement en Euskadi. Donc j'aimerais raconter brièvement vous parler brièvement des outils, quelles sont les politiques publiques du logement en Euskadi. Donc en ce qui concerne les compétences de la communauté autonome, on a pas mal de problèmes administratifs parce qu'en matière de logement, le gouvernement basque euh, donc est compétent, mais on a également la présence des conseils provinciaux, les députations provinciales, Raquel en a déjà parlé, euh, qui ont des dépenses indirectes. Ce ne sont pas des impôts directs, ce sont euh, des crédits d'impôt d'une façon ou d'une autre en matière de logement. Et ensuite, on a les mairies qui ont également leur part de compétences et leur rôle à jouer en matière de foncier, de contrôle du foncier, etc. Donc, toute cette toile d'araignée administrative crée plusieurs situations distinctes. Donc, pour être bref, entre ce qui concerne la dépense en prestations sociales, le logement en Euskadi a une importance moindre que dans le reste de l'Europe. Et si on le compare avec d'autres fonctions, par exemple la vieillesse ou le chômage, l'âge, le chômage ont plus de poids dans l'intervention sociale en Euskadi. Donc le logement a toujours été un petit peu le parent pauvre des politiques publiques. Et sur le graphique du haut, on voit un petit peu une comparaison avec l'État espagnol et on est un peu mieux placé. Donc voilà, je vais essayer de passer assez vite. Je vais donc sauter certains éléments. Donc ici, en ce qui concerne les piliers de la politique publique, je vais les résumer en deux points pour que ce soit plus facile à comprendre. Nous pouvons parler des dépenses directes, c'est-à-dire ce que le gouvernement basque pour la communauté autonome investit en directement pour le département des logements et les politiques publiques à l'OCABD. Et ensuite, on a les dépenses indirectes qui sont sont les politiques fiscales des députations provinciales. Donc, ici, ces deux dernières, euh, on a eu on voit la comparaison entre les dépenses directes et les dépenses indirectes. En fonction des périodes, elle est plus ou moins importante. Et c'est vrai que les ressources peuvent être différentes et cela explique en grande partie cette prédominance de la propriété par rapport à d'autres formes d'accession au logement. Et en fonction, selon le plan en vigueur, le plan actuel, on voit que les dépenses directes et indirectes sont progressivement équilibrées, deviennent une autre, si- une autre, un autre graphique, donc en Euskadi, avec la compétence en matière de logement, a pu mettre en place une politique de logement grâce à des plans du logement qui sont élaborés tous les 3 ou 4 ans et qui permettent d'articuler ce qui va être fait sur la prochaine période. Ce sont des plans prévisionnels. Donc, historiquement, cette politique du logement a été dominée par la construction de logements sociaux, euh, donc pour la vente à un prix limité. Et à ce niveau-là, j'aimerais dire également, pour compléter ce qui a été dit par Raquel, parce que ce sont des éléments différentiels de l'Euskadi, il y a eu des points importants dans la politique basque qui nous a rendus pionniers au niveau de l'Espagne, pionniers en la matière, donc ça a permis d'améliorer certaines choses. Depuis 2002,
la qualification de VPO, c'est-à-dire logement sociaux à la mode espagnole, qui était transitoire est devenue permanente. C'est-à-dire que si on construit des logements sous un régime protégé, ces logements ne pourront jamais passer au secteur libre. Et ensuite, on a l'idée de l'usufruit, c'est-à-dire que même si on a un droit d'usufruit de 75 ans actuellement, on est passé à 75 ans et cela change un petit peu le panorama du logement protégé en Euskadi depuis 2002. Euh, c'est vrai que la crise et le contexte économique a laissé des traces et a changé les choses en Euskadi. Certains éléments euh, comme en Espagne, donc on a paralysé la construction, tout le secteur du bâtiment a été paralysé. Il y a eu des programmes euh, d'intermédiaires pour les victimes des hypothèques, c'est-à-dire il y a eu des... Ensuite, en 2015, le Parlement basque a approuvé la loi de droit subjectif au logement. C'est-à-dire que depuis cette année-là et de façon progressive, les familles sont en droit d'exiger devant les tribunaux que leur droit à un logement soit satisfait, c'est-à-dire soit par la mise à disposition d'un logement, soit par une aide économique. Quel est le problème? C'est que le gouvernement n'a pas un parc suffisant de logements pour satisfaire les besoins de la population qui justifie de ce droit. Donc, entre la théorie et la pratique, cet écart entre la théorie et la pratique, en fait, est couvert par l'attribution de subventions, d'aide économique à ces familles. Ensuite, les axes du pacte social pour le logement et les plans qui vont certainement être rédigés. Donc, ceci est articulé en trois axes. Augmentation du parc de logements en location, de logements sociaux en location en Euskadi. C'est vrai qu'on sait qu'il faut augmenter ce parc pour pouvoir répondre à la demande et aux besoins de la population. Deuxième axe, consolider et développer le système des subventions et des prestations pour le paiement des loyers. C'est ce qui est fait pour répondre au manque de logement avec des aides spéciales, spécifiques pour les jeunes, etc. Et en dernier lieu, la rénovation du parc de logement de Jcadis, parce que c'est très important, ça, c'est un volume important. Et je vais terminer, parce que je crois que je suis arrivée au bout de mon intervention, pour la dernière chose, pour présenter le panorama des politiques publiques en Euskadi, ce sont les rapports, le travail préliminaire qui est en cours sur les protocoles et les rapports concernant les zones sous tension de l'Euskadi. Et cela est une conséquence de la loi du logement de 2023 que le gouvernement basque a présenté un recours contre cette loi pour, pour comment parce que ses compétences étaient mises en cause. Mais bon, actuellement, on est en train de rédiger il y a des rapports qui sont en cours de rédaction à partir de deux critères sur le revenu, la part du revenu familial consacré au logement sur chaque commune et ensuite l'augmentation de la location ces dernières années. Donc, sur cette base de deux critères, une commune peut demander cette commune soit déclarée zone sous tension. On calcule que 43 communes peuvent demander ce statut, mais le gouvernement basque n'a pas encore déclaré ces zones. Mais je crois que le débat est ouvert, voir comment est-ce qu'on peut
appliquer cela, si cela va être appliqué, comment on va établir des équilibres en fonction des équilibres politiques. Donc, et le pacte social du logement qui a été publié, puisque hier, le nouveau gouvernement basque s'est réuni pour la première fois pour la mettre en œuvre. C'est un accord politique qui implique de différents acteurs et le gouvernement basque en tant que promoteur avec les axes dont j'ai parlé. C'est une politique qui est appelée à changer la situation et à rendre le logement plus abordable en Euskadi, à- avec un pourcentage de logements sociaux plus important, avec des logements en régime VPO, etc. Et je crois que je vais arrêter là parce que je suis arrivée à la fin. Merci de votre attention. Excusez-moi pour ce que je n'ai pas pu expliquer correctement. Merci. Merci à Iceber, c'était très clair, ton intervention était très claire et je crois que nous avons reçu beaucoup d'informations ce matin. Nous allons faire une petite pause. Nous allons nous arrêter, faire une petite pause. Nous allons reprendre à 11h50. Nous avons 10 minutes de retard sur le programme. J'espère que les personnes qui sont en ligne vont accepter ce petit retard. Nous, de notre côté, nous allons boire un petit verre, nous reposer un petit peu de toutes ces informations. Et nous allons recommencer donc à 11h50